Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. On repart combien d'années en arrière? On repart 136 années en arrière pour parler d'une série de meurtres qui avait défrayé la chronique en Europe et dans le monde entier, puisque cette histoire jusqu'à aujourd'hui, semblait ne pas avoir été résolue. Combien d'années? 136 ans. Ça, c'est Jack l'Éventreur? Oui, nous allons parler justement de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur qui est l'auteur d'une série de crimes, notamment de 6 meurtres de femmes qui étaient des prostituées qui œuvraient dans le district de Whitechapel, c'est dans l'East End, c'est-à-dire au nord de Londres. Il faut savoir que c'était au 19e siècle, en 1888. Ces 6 meurtres ont eu lieu entre août et novembre 1888. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres séries de meurtres qui avaient été attribuées à Jack l'Éventreur, mais des spécialistes ont rapidement, notamment des spécialistes de Scotland Yard, donc la police londonienne, vont rapidement circonscrire ces meurtres-là à celles de 6 femmes, à savoir Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Ednoves et Mary Jane Kelly. Alors, pourquoi ce sont ces 6 femmes-là que l'on considère comme étant les victimes de Jack l'Éventreur? C'est parce que, évidemment, elles présentaient toutes des similitudes sur les traces qu'elles avaient sur le corps. À savoir qu'elles avaient la gorge tranchée et elles avaient été mutilées, certaines profondément, d'autres en partie, de plusieurs de leurs organes. Alors, d'où vient le nom de Jack l'Éventreur? Il faut savoir qu'à partir de août 1888, alors que ces meurtres-là étaient relayés abondamment dans la presse britannique et dans la presse étrangère, les policiers de Scotland Yard vont recevoir un courrier dans lequel un individu qui signait à la fin du courrier Jack l'Éventreur se moquait un peu de la police en disant qu'il était l'auteur de ces meurtres-là et en donnant justement un certain nombre d'informations qui étaient quand même assez poussées et qui laissaient véritablement croire que c'était bel et bien l'auteur de ces meurtres-là. Et donc, en signant à la fin de chaque lettre Jack l'Éventreur, c'est ainsi que ce nom-là est resté pour désigner l'auteur de ces 6 femmes-là. Alors, durant des années, évidemment, le meurtre va être, comme je l'ai dit, abondamment relayé, mais surtout, le fait que son auteur ne puisse pas être formellement identifié et arrêté, ni présenté devant la justice, va, si tu veux, animer, si tu veux, une espèce de folklore, toute une série d'histoires sur le personnage, et donc ça va donner lieu à toute une multitude d'hypothèses qui ne vont jamais s'arrêter. C'est ainsi que, à travers l'histoire, on va avoir toute une série d'hypothèses possibles concernant concernant la physiologie ou le physique de l'auteur probable de ces meurtres-là. Certains disaient que c'était un élève de l'école de médecine parce qu'il éventrait ses victimes et donc ça voulait dire qu'il avait certaines connaissances en anatomie. D'autres disaient que le fait que l'on ne parvienne pas... C'est From Hell. From Hell, par exemple, avec Johnny Depp. Ça avait été repris. Pourquoi même From Hell? C'est intéressant le titre de ce film-là parce que dans l'un des courriers que Jack l'Éventreur va envoyer, il va le titrer From Hell. Et donc c'est justement le titre de cette lettre-là qui va être repris dans ce film-là. Mais dans ce film-là, on montre que c'est un spécialiste de santé c'était dans le but de faire de nouvelles découvertes en matière de chirurgie. C'est une possibilité, mais malheureusement, ça n'a jamais été formellement été prouvé. Et donc, ça faisait partie des multitudes d'hypothèses qui existaient concernant l'identité probable de Jack l'Éventreur. Il y avait aussi l'hypothèse selon laquelle ce serait un membre de la famille royale. On accusait même l'un des petits-neveux qui était 4e dans l'ordre de succession de la couronne britannique. C'était à l'époque de la reine Victoria, d'être l'auteur de ces crimes-là. Et c'est la raison pour laquelle, étant membre de la famille royale, il bénéficiait d'une forme d'immunité qui avait fait qu'il n'avait pas été arrêté. Donc, pour éviter aussi un scandale qui risquerait d'éclabousser la couronne britannique, les policiers avaient été obligés de ne pas l'arrêter ni de divulguer son identité. Donc, ce sont toutes ces... et il y a eu encore bien d'autres hypothèses. L'hypothèse qui faisait un peu légion, c'était celle qui perdurait en 2014, qui avait été faite par un journaliste, enfin pas par un journaliste, par un détective amateur britannique. Ce détective amateur britannique avait estimé que selon lui, l'auteur des crimes, enfin l'identité
de Jack l'Éventreur était celle d'un juif polonais qui était un barbier qui travaillait dans le quartier de Whitechapel et qui s'appelait Aaron Kominski. Et donc, pour ce détective-là, Aaron Kominski présentait toutes les caractéristiques présentait les caractéristiques génétiques parce qu'il estimait que il avait demandé à l'un des arrière-descendants de M. Kominski de lui donner un peu de son sang. À partir de là, ils avaient déterminé, si tu veux, le patrimoine génétique, une partie du patrimoine génétique de M. Kominski, et cet ADN-là avait été comparé avec celui que l'on avait retrouvé sur l'une des victimes dans l'une des victimes de Jack l'Éventreur. Et donc, comme il y avait eu des correspondances génétiques entre l'ADN d'un des descendants de M. Kominski et celui que l'on avait retrouvé sur l'un des lieux du crime, avait fait dire à M. Edwards, c'est le nom de ce détective-là, que Aaron Kominski était évidemment l'auteur était l'auteur des meurtres, était donc celui qu'on appelait Jack l'Éventreur. Malheureusement, cette hypothèse aujourd'hui vient encore d'être démentie par une autre personnalité. Il s'agit de l'une des arrière-petites-filles de l'un des enquêteurs qui s'occupait justement de cette affaire. Alors, pour cette petite-fille qui s'appelle... cette arrière-petite-fille, qui a repris l'enquête qui avait été inachevée par son arrière-grand-père, pour elle, l'auteur des crimes, il s'agit de Sarah Bax Horton. Donc, pour elle, l'auteur des crimes-là, donc l'identité de Jack l'Éventreur, est Thiam Yams, qui est un Britannique qui avait la particularité, il souffrait de troubles épileptiques et de bipolarité, et donc il était particulièrement agressif. Et puis, la deuxième chose, à cause de son épilepsie, il avait donc dû abandonner son métier de cigarettier, donc il fabriquait des cigares, et donc du fait de l'abandon de son métier de cigarettier, à cause de la raideur qu'il avait, notamment au niveau du bras gauche et de la jambe gauche, qui est l'une des conséquences de l'épilepsie dont il souffrait, avait fait que cela avait accentué sa rancœur et cela avait nourri en lui ce côté particulièrement violent. Donc Yam Yams avait, selon Sarah Bax Horton, Yam Yams avait déjà fait l'objet de plusieurs arrestations, notamment de la part de la police londonienne, qui l'accusait de tentative de meurtre, non seulement sur son épouse, mais également sur sa mère. Et cette dernière explique que lorsque Yam Yams avait été arrêté en novembre 1888, parce qu'il avait été il avait été reconnu comme une espèce de fou errant, et donc il avait été arrêté par la police et transféré dans un asile. C'est à partir de ce moment-là aussi que vont s'arrêter les meurtres de prostituées dans Whitechapel. Donc le fait que Yam Yams était quelqu'un qui habitait dans Whitechapel, quelqu'un qui était reconnu comme que l'on voyait notamment dans certains témoignages comme étant une personnalité que l'on voyait circuler dans cette partie de Londres-là, et le fait que celui-ci disposait d'un couteau extrêmement tranchant, parce que quand on est cigarettier, il faut couper les feuilles de tabac, et donc il faut avoir un couteau extrêmement tranchant. Donc ça, évidemment, ça renforce le fait que les victimes aient été mutilées, égorgées également. Donc tout ça a fait que, selon Sarah Bax Horton, Yam Yams est véritablement l'auteur de ces meurtres-là. Et donc, elle a sorti notamment même un livre qui est paru ce mois-ci à Londres, et dans lequel elle part sur la base des témoignages, sur la base des observations faites par les enquêteurs. Elle a même repris un peu la biographie de Yam Yams. Elle est repartie, elle s'est replongée dans sa vie. Elle a même pu obtenir son dossier médical. Et c'est à partir de tous ces événements-là, en les rapprochant avec les faits historiques, notamment sur les observateurs faits par les policiers, que pour elle, évidemment, elle est arrivée à cette certitude-là. Alors, on espère que, évidemment, tout le monde... une fois de plus, ce sont des hypothèses, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a essayé de déterminer l'ADN de Jack l'Éventreur en regardant sur les lettres. Malheureusement, à plus de 100 ans, ces lettres-là, les traces ADN ne sont plus exploitables, et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas possible de dire de manière formelle quelle est l'identité génétique, du moins, de Jack l'Éventreur. Mais ce qui est intéressant avec
cette enquête de Sarah Bax Horton, c'est véritablement le fait qu'elle ait su à la fois regrouper les enquêtes, les indices qu'il y avait sur le terrain, qui sont encore disponibles dans les archives de Scotland Yard, et qu'elle ait pu aussi les faire coïncider en quelque sorte avec la vie de Yam Yams. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'hypothèse qu'elle émet comme étant que Jack l'Éventreur serait M. Yam Yams est de plus en plus acceptée par la plupart des historiens qui s'intéressent à la vie de Jack l'Éventreur. Est-ce que Jean-Paul, on a des personnes qui repartent dans le passé aller faire des enquêtes? En fait, ce qu'on appelle des affaires classées, bon, j'espère que oui. J'espère que oui, parce que, évidemment... Est-ce qu'il y a des enquêtes sur lesquelles on ne communique même pas au Gabon? Il y a des enquêtes sur lesquelles on ne communique pas, soit parce que, si tu veux, sur le terrain, il n'y a pas eu de nouveaux éléments qui permettent de faire avancer même dire ça à la recherches. population. Souvent, on a perdu toute une famille à Oyem dans une situation bizarre. Oui. On n'a pas communiqué jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une femme qui avait emmené un plat empoisonné, si c'était une fuite de gaz. C'est toute une famille, c'était des amis. Oui, je suis d'accord. Frères, je suis d'accord. Mais la difficulté pour la justice, surtout, il faut bien comprendre que lorsqu'elle n'arrive pas à apporter de nouveaux éléments, si elle vient communiquer pour dire qu'elle n'a pas de nouveaux éléments, d'un point de vue communicationnel... Il y a la justice qui dit qu'on est sur le terrain, mais on n'a pas de nouveaux éléments. D'un point de vue communicationnel, ça peut se retourner contre elle, parce que ça peut être perçu comme une forme d'incapacité de la justice à faire son travail. Ça peut montrer une espèce d'incapacité à la justice à pouvoir justement permettre la manifestation de la vérité, et ça peut déteindre sur la perception que les citoyens pourraient avoir sur l'efficacité de la justice. Donc ce n'est pas souvent facile pour les autorités judiciaires de communiquer sur des enquêtes en cours ou sur des enquêtes sur lesquelles elles ne parviennent pas à des conclusions qui puissent être exploitables devant un tribunal. Et le silence là aussi peut être expliqué comme une incompétence? Ça peut être expliqué. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'incompétence. J'ai dit que parfois, cette incompétence, si elle est avérée, qui explique aussi le fait que la justice parfois ne communique pas sur ces affaires-là. Par contre, il peut aussi avoir qu'il y ait des pesanteurs administratives, politiques et autres qui peuvent peser sur l'évolution des enquêtes. Maintenant, puisqu'on est par exemple depuis le 30 août dans un nouveau régime, on espère que les autorités de transition vont sur la question de la justice et que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, puisse également voir avec son collègue en charge de l'Intérieur sur la possibilité de relancer un certain nombre de crimes, notamment les crimes, pas seulement ceux de la famille qui est décédée. Oui, pas seulement. Ça, c'est un exemple qui est proche de moi. On a les disparitions, les meurtres qu'il y a eu en 2016 lors des élections. On a eu aussi toute une série de crimes, notamment lors de ce qu'on a qualifié de crimes rituels. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de certitude sur à la fois les auteurs ou les commanditaires de ces crimes-là. Donc, il y a tout un ensemble de faits, comme tu viens effectivement de le poser, qui demande à ce que la justice, effectivement, pour ce qui concerne de ces crimes non élucidés, que la justice puisse, si possible, réactiver ces enquêtes-là et faire aboutir la vérité pour celles dont on a déjà, évidemment, un certain nombre de preuves. Merci Jean-Paul avec nous qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.